Bonjour, je m'appelle Nishikawa, je suis actuellement, comment dirais-je, il n'y a pas le mot exact en français, mais en anglais on dit contributing editor. Alors j'écris chaque semaine un column à Mainichi Shimbun encore. Et aujourd'hui je vais parler de comment dirais-je, comment j'ai élargi mon horizon grâce à la langue française. Et voilà. Et alors j'ai préparé un texte et je vais lire. Et après il y a des questions, réponses aux questions. Alors ma première rencontre avec la langue française, je l'ai vécue à Saigon, au Vietnam, au Vietnam du Sud. En 1955, juste après l'indépendance de la France. J'avais alors 8 ans et ma famille est allée dans ce pays pour le travail de mon père, qui était alors diplomate. À l'époque, à Saigon, il n'y avait que l'école française qui enseignait la langue étrangère. Alors, mon seul choix était d'y aller. Et je me souviens bien que ma mère avait dit à mon père à quoi cela va lui servir d'apprendre le français. S'il s'agissait de l'anglais, il pourrait continuer au Japon. Mais le français, peut-être qu'il abandonnera après notre retour. La France était un pays lointain pour nous. Malgré mon âge, la directrice de l'école m'a conseillé de commencer par le cours préparatoire. C'était une école privée et c'était un bon conseil pour un garçon qui ne connaissait pas du tout la langue. J'ai commencé à apprendre l'alphabet, mais dès le début, je me suis heurté à la prononciation, surtout du J et du R. C'était tellement difficile. Alors, une enseignante française qui était chargée de la classe m'a fait répéter et répéter, et même elle mettait une fille française de la classe devant moi et me faisait imiter le fonctionnement de sa bouche et de sa langue jusqu'à ce que je saisis le son exact. J'ai appris aussi l'histoire et la géographie de la France. Aucun doute, cela m'a donné une perspective riche et de la France en termes de culture, de nature, sur l'art de vivre aussi et encore bien d'autres choses. L'école était aussi le lieu où l'on apprend la manière dont les élèves français étudient, l'ardoise, la plume et l'encre. L'enseignante autoritaire que je n'avais jamais connue au Japon et même la gifle. Tout cela était quelque chose d'étonnant pour un petit garçon japonais. La récitation m'a beaucoup aidé à apprendre le français, mais aussi à connaître les écrivains et les romanciers français. Les fables de La Fontaine étaient le plus utilisées pour la récitation. Au début, je ne comprenais pas du tout le sens du texte, mais j'ai essayé d'apprendre par cœur chaque soir chez moi pour faire la récitation le lendemain devant la classe. Mon père était un peu fier que son fils récitât par cœur des poésies. Il me faisait réciter quelques fois devant les invités pendant les soirées de réception chez nous. Il y a plusieurs manières de comprendre un pays. Dans mon cas, à l'âge de 8-9 ans, je me rends compte de la France non par le raisonnement, mais par l'instinct, par la sensibilité. Nous avons vécu 3 ans à Saigon et puis nous sommes allés aux Pays-Bas, à La Haye, où nous sommes restés pendant 2 ans. À La Haye, je continuais à apprendre le français à l'école française. C'était la décision de mes parents. Tant que j'ai étudié le français, on continue ce chemin. Bien qu'en termes de langue, le Vietnam soit plus marqué que les Pays-Bas.
Certains amis français me disent que mon français a l'accent vietnamien. Ça, c'est une des particularités que j'ai obtenues de Vienne. Notre famille est retournée au Japon en 1960. Je suis entré à l'école du matin Gyosei à Tokyo, où on enseigne le français. Voilà, on avait trouvé le moyen de continuer le français. Mais au bout de 6 ans, quand je suis entré à l'Université des langues étrangères de Tokyo en 1966, j'ai choisi comme langue le chinois. À l'université, pendant 5 ans, j'ai appris la langue et la politique moderne de la Chine. Je voudrais être journaliste et travailler en Chine. C'est pourquoi, quand j'ai été embauché au Mainichi Shimbun, le plus ancien quotidien du Japon, j'aurais souhaité être correspondant permanent à Pékin. Je n'avais pas caché mon souhait et finalement j'ai été muté au service des nouvelles étrangères après m'être occupé successivement du service régional et des faits divers. Un parcours normal pour un journaliste débutant au Mainichi. Au service des nouvelles étrangères, je m'occupais de la Chine avec les autres collègues. C'était la période du commencement de la réforme et de l'ouverture à la fin des années 1970. La situation de la Chine en pleine mutation m'avait beaucoup séduit. Mais la France ne m'avait pas lâché. Un jour, mon supérieur me demanda mon avis. Selon lui, il y a 2 possibilités. La première est inciter pour être correspondant à Pékin, mais dans ce cas, il faudrait attendre 6 ou 7 ans avant d'être muté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait qu'un poste à Pékin à l'époque. Et que pour être nommé, il fallait attendre que mes collègues plus anciens soient mutés avant moi à Pékin. Actuellement, le Mainichi Shimbun a 4 postes à Pékin. Mais à l'époque, juste au commencement de la réforme et de l'ouverture, le gouvernement chinois n'admettait qu'un poste pour chaque journal étranger. Le deuxième choix était abandonner la Chine et me diriger vers l'Europe. Mon supérieur m'avait dit, comme tu as étudié le français, tu pourrais succéder à notre correspondant actuel à Paris, au bout de son mandat. Dans ce cas, tu pourrais quitter le Japon dans 1 ou 2 ans. Sans hésitation, j'ai choisi la deuxième solution. La raison pour laquelle j'ai changé de direction était simple. Je voulais sortir du Japon le plus vite possible. Mon premier poste à l'étranger n'était pas à Paris, mais à Téhéran, en Iran. À l'époque, l'Iran venait juste de sortir de la révolution islamique et se trouvait en plein milieu de la guerre irano-irakienne. La situation politico-économique était confuse et l'islamisation de la société avec les sanctions internationales rendait la vie quotidienne difficile. Manque de certains aliments, pas d'alcool, surveillance de la garde révolutionnaire, etc. Mais la vie de journaliste était excitante. Je n'ai pas seulement couvert les nouvelles quotidiennes, mais j'ai essayé de faire des entretiens avec des intellectuels pour comprendre plus profondément la société et les gens, pour faire entendre la voix des Iraniens eux-mêmes. Généralement, les entretiens se faisaient en anglais ou en persan, dans le cas du persan avec interprète. Mais il y en avait quelques-uns qui parlaient le français. Quand ils ont su que je parlais le français, ils sont devenus plus intimes. Ils me demandaient où est-ce que j'avais appris le français. Et avec ma réponse, riaient aux éclats. C'est vrai, vous avez l'intonation vietnamienne. La conscience que nous possédions la même langue et la même culture française nous rapprochait et les entretiens devenaient plus intéressants et plus stimulants. Un des intellectuels iraniens avec lequel j'ai noué des liens était Ahmad Shamlou, le poète et critique renommé. Il avait vécu quelques années en France avant la Révolution et parlait parfaitement le français.
En 1983, il était devenu un des candidats de prix Nobel de littérature et c'était à ce moment-là que je lui ai demandé à m'accorder un entretien. Il a accepté et m'a invité chez lui. Il était en train de rédiger un dictionnaire de proverbes persans qui se dit « Kuche », cela veut dire « le chemin en persan ». Une des raisons pour laquelle il rédigeait ce dictionnaire était de montrer que la plupart des proverbes qui existaient maintenant en Iran avaient une origine perse et non arabe. Pour chaque proverbe, il consultait le texte original et expliquait le sens original et comment le proverbe avait changé de signification au fil des années. Par exemple, il y a un proverbe iranien qui dit « couper la queue du cheval ». À l'époque de Darius Ier, quand le Perse était un empire, on coupait la queue du cheval du messager du roi pour le distinguer d'avec les autres chevaux afin de remettre le plus vite possible les informations au roi. Alors, le sens d'origine était de faire les choses bien, dans les règles et avec rapidité. Mais au fil des années, ce proverbe a perdu son sens premier et désigne maintenant une personne rusée. Après la révolution islamique, l'islam est devenu la valeur prioritaire de l'État et on a écarté la valeur persique. Juste le contraire de ce qui se passait au temps du Shah. Mais selon Shamlou, la culture persane constitue la base de la tradition culturelle de l'Iran et il ne faut pas la négliger. Ce dictionnaire était une preuve évidente pour lui. J'avais écrit un long article sur son travail et après notre rencontre, nous avions parlé plusieurs fois au téléphone. Toujours la langue et la culture française constituaient notre lien à tous les deux. Il est mort en 2000, à l'âge de 74 ans. À l'époque, j'étais à Tokyo et quelques mois avant sa mort, je lui ai téléphoné à son domicile. Son épouse me disait en français qu'il était très malade et restait couché dans son lit. Je lui ai laissé un petit message d'amitié. Après l'Iran, enfin, je suis nommé en poste à Paris. C'était en 1986. Je suis resté pendant 7 ans à Paris. Et c'était une période très très riche en termes de journalisme. J'ai fait vraiment beaucoup d'entretiens et je cite ici quelques noms d'historiens Emmanuel Leroy-Ladurie, Michel Vinocq, l'historienne Hélène Carrère-Dancos, la peintre Hélène de Beauvoir, qui est la sœur cadette de Simone de Beauvoir, l'orientaliste Bernard Franck, parmi tant d'autres. Pour chaque intellectuel, j'ai des souvenirs particuliers, mais ici, je voudrais parler de 2 intellectuels qui m'ont laissé une forte impression. L'un est Jean-Paul Aron, sociologue et frère de Raymond Aron. C'était en 1987, un an après que je sois arrivé à Paris, j'avais lu un article du Nouvel Observateur dans lequel Jean-Paul Aron révélait qu'il avait été contaminé par le sida. Tout de suite, je lui ai écrit une lettre pour solliciter un entretien. Mais franchement, je n'espérais pas trop qu'il accepte. D'après l'article, sa santé n'était pas bonne. Et en plus, lui n'avait rien à voir avec un quotidien japonais. Mais contrairement à ce que j'avais pensé, il m'a téléphoné à mon bureau et il m'a invité chez lui pour un entretien. C'était un entretien très intéressant et pendant 2 heures, il m'a expliqué le motif qui l'avait conduit à la révélation, sa santé présente, d'où il a été contaminé, etc. À la fin, par curiosité, je lui ai demandé pourquoi il m'a accepté pour un entretien. Il m'a répondu « c'est parce que ma lettre était intéressante. Dans ma lettre, je lui avais expliqué la situation du Japon concernant le sida et le fait que pas mal de Japonais considèrent encore le sida comme une maladie honteuse. Et pour conclure, j'avais écrit, je cite, «
je voudrais adresser le message de M. Aron au lecteur japonais. » Fin de citation. C'était une révélation pour moi qui m'est acceptée grâce à ma lettre. Le problème n'est pas si c'est un grand quotidien ou non. Si le sujet qu'on traite est intéressant, la personne sollicitée accepte. Après l'entretien, j'avais écrit un long article sur lui. Le gros titre était « Il n'y a pas de maladie honteuse ». Cet article a attiré l'attention des lecteurs et j'ai reçu pas mal de réactions favorables par téléphone et par lettre. L'autre intellectuel était Claude Lévi-Strauss, anthropologue renommé. C'était en 1988, j'ai reçu un coup de fil de la part de mon chef à Tokyo. Il m'a demandé de faire un entretien avec Claude Lévi-Strauss le plus vite possible. Il m'a expliqué que Takeo Kuwabara, professeur de littérature française à l'université de Kyoto et traducteur de Stendhal ou encore d'Alain Venet de mourir, et que comme il avait des relations étroites avec Lévi-Strauss, mon chef souhaitait absolument recueillir un commentaire. C'est un dimanche et je n'avais pas ses coordonnées. J'ai seulement obtenu son adresse par le dictionnaire biographique du Who's Who. Je suis allé directement à son appartement et heureusement le portail de l'immeuble était ouvert. Au 4e étage, devant la porte de son domicile, j'ai sonné. La voix d'une femme m'a demandé qui j'étais. En m'excusant de mon impolitesse de déranger un dimanche, je lui ai expliqué le motif de ma visite. La porte s'est ouverte et on m'a fait entrer dans le salon et pendant 1 heure, Lévi-Strauss m'a raconté ses souvenirs avec Kuwabara. L'attitude de ces deux grands intellectuels montre quelque chose qui leur est commun et qui est très humain. Pour solliciter un entretien, on a besoin de certaines formalités et de suivre une certaine procédure, bien sûr. Mais au-delà de cette formalité, ce qui compte, c'est la conscience aiguë du sujet, de la personne, et non pas de tel journal ou de telle compagnie. Pendant mes années en France, j'avais fait vraiment beaucoup d'entretiens, comme je viens de le dire. Tous m'ont accepté sans aucun préjugé, et à travers ces entretiens, j'ai connu plus profondément les Français, les Françaises et la France. J'écris encore chaque vendredi une chronique dans le Mainichi Shimbun et pour traiter de divers sujets, je fais ma recherche documentaire surtout sur les sites en langue française. La France me montre un axe de réflexion. Elle reste toujours pour moi la référence et me donne un point de vue différent de celui des anglo-saxons. Personnellement, je considère que c'est très important pour le Japon. Pour le multiculturel, la langue française et la France constituent un des points d'appui importants. Et pour moi, il s'agit de points d'appui fondamentaux. Pour conclure, je voudrais parler un peu de mon livre. Après que je suis retourné de Paris en 1993, j'ai commencé à écrire un livre. Dans ce livre, j'ai analysé la diplomatie française à travers la cuisine et le vin qu'on sert au palais de l'Élysée. J'avais pu obtenir toutes les informations aussi grâce à cette ouverture des Français. C'était à la fin de séjour à Paris. Tout d'abord, j'avais écrit une lettre à la presse attachée de l'Élysée et on m'a conseillé de rencontrer l'intendant du président Mitterrand. C'est M. Daven. C'était une personne très gentille et il m'a donné tous les détails de menu du chef d'État qui sont accueillis à l'Élysée. Aussi, il m'a fait connaître les personnels de l'Élysée, comme le chef cuisinier, sommelier, fleuriste, etc. Ce livre a été paru en 1986 et
j'ai obtenu le prix de Fondation culturelle de Suntory, en japonais Suntory Kagesho. Et ce livre m'a permis d'élargir plus mon horizon de travail, c'est-à-dire analyser la politique internationale à travers la table est devenu un de mes sujets, et à ce sujet, j'ai réalisé 4 livres. Et récemment, j'ai traduit un de mes livres. Le titre est « La diplomatie à travers la banquette ». Et j'ai traduit en français avec l'aide d'une professeure française. Et maintenant, je suis en train de chercher la maison d'édition en France pour le publier. Et s'il y a quelqu'un parmi vous qui ont des informations là-dessus, je suis très heureux. Merci beaucoup.